Bonjour, bonjour et bienvenue pour notre premier webinaire Keris Software. Je m'appelle Sébastien Demergue et responsable des opérations chez Keris. Je serai votre hôte pour l'heure à venir. Promis, je ne vous endors pas avant le repas. En tout cas, je vais essayer. Alors, du coup, aujourd'hui, on parle de quoi? Je vais vous parler de virtualisation, sans grande surprise, et de virtualisation pour le poste de travail. Pourquoi c'est utile? Comment ça se met en place? Quels sont les challenges? Et également, on verra des exemples. On parlera également de ROI. On va parler un petit peu technique. Il y aura une planche technique. Je fais un disclaimer en y arrivant. Ben voilà, on est parti. D'abord, petit point de définition. Qu'est-ce que la virtualisation? La virtualisation, c'est une technique qui permet de créer des versions virtuelles, logiques de ressources informatiques physiques. Alors, on parle de systèmes d'exploitation, de réseaux, d'applications. On ne parlera pas de conteneurisation aujourd'hui, mais on va vraiment parler de virtualisation de systèmes d'exploitation complets. Des Windows, des Linux, et j'en passe. Le but, c'est vraiment de mieux utiliser, d'utiliser plus efficacement les ressources physiques disponibles, en partageant entre plusieurs machines virtuelles qui vont être indépendantes les unes des autres, le matériel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on sous-utilise le matériel informatique, et ça s'applique aussi bien dans le data center, là on ne va pas trop en parler aujourd'hui, que sur les postes de travail. Ça présente de nombreux avantages pour l'IT, la réduction des coûts, bien sûr, puisqu'on va acheter moins de matériel, la flexibilité, puisqu'on va pouvoir avoir des environnements qu'on va provisionner, qu'on va modifier assez facilement, et la continuité de service, bien entendu, la sécurité. Aujourd'hui, que ce soit pour des causes réglementaires, la directive NIS 2 arrive, ou pour des raisons d'environnement technique différents, des gens qui utilisent Windows, des gens qui utilisent Linux, même pour la même personne qui effectue plusieurs tâches. Je pense à un administrateur de système d'information, souvent, il a une machine Windows pour accéder à ses mails, faire ses réunions, et une machine Linux pour faire l'administration. Ou par application des bonnes pratiques de l'ANSSI, je pense notamment au guide de la mise en œuvre de systèmes d'information sensibles, le nombre de postes informatiques se multiplie. Alors, il y a plein de cas, principalement le poste d'administration, je l'évoquais juste avant. Donc, sur le poste d'administration, on a euh, les gens qui ont leur poste avec accès Internet usuel et ainsi de suite, et les postes d'administration, et potentiellement plusieurs postes d'administration, mais également des usages pour la R&D, pour avoir des droits d'administrateurs locaux, pour les gens qui font du développement, pouvoir installer leurs outils, pour la gestion des données personnelles qu'on veut isoler, pour la gestion des données médicales qu'on veut également isoler. Et ce n'est pas tout, parce que le télétravail qui s'est quand même imposé brouille la frontière entre l'utilisation pro et l'utilisation perso des matériels. Et devient nécessaire de pouvoir isoler des données sensibles les unes des autres. La virtualisation est une des solutions disponibles qui permet de limiter le nombre de postes, parce que le premier réflexe, et ce qui est aujourd'hui largement utilisé, c'est d'avoir plusieurs postes physiques, chacun dédié à une tâche. La virtualisation, ça permet de réduire les risques. Pourquoi? Parce qu'on va isoler les systèmes les uns des autres, les données les unes des autres, et donc on va éviter de tout mélanger au sein d'une seule session. C'est ce qu'on fait déjà avec des postes dédiés, des postes séparés, mais l'idée, c'est de faire ça de manière logique et donc d'avoir moins de postes. En cas de problème, il est possible de restaurer une sauvegarde de manière assez rapide. Alors, il faut mettre en place la partie de sauvegarde, mais on peut restaurer un environnement relativement facilement. Et ça permet également, ça facilite la gestion des mises à jour. Alors, comment? Parce que les environnements virtuels sont préparés, pré-packagés, et on peut faire des mises à jour de l'environnement de manière très rapide, plutôt que de déployer des patchs. Ça permet de protéger les données également en activant des mécanismes de chiffrement au niveau des machines virtuelles et potentiellement des mécanismes de chiffrement qui ne seront pas les mêmes d'un environnement à l'autre en fonction de la sensibilité de la donnée. Je vais quand même prendre un petit exemple qui est assez récent, hein, fin 2022, début 2023, de la société qui s'appelle LastPass, qui édite un coffre-fort à mot de passe. Donc, la littérature a bien raison, il faut utiliser des coffres-forts de mots de passe, parce que ça permet d'avoir des mots de passe différents par outil. Sauf que
ce coffre-fort de mots de passe se sont fait voler les mots de passe de leurs clients. C'est issu de 2 hacks. Le premier qui a récupéré les données chiffrées d'un certain nombre de clients. Donc là, ils ont récupéré des données illisibles qui ne pouvaient pas exploiter, en dehors de données personnelles je suis Sébastien est client de l'espace, par exemple. Mais, deuxième hack, et c'est là que la multiplicité des environnements et surtout la frontière pro-perso prend tout son sens, pour sans doute un cas d'urgence, j'imagine. LastPass avait donné accès à 4 de ses ingénieurs à un répertoire partagé, et ce répertoire partagé contenait les clés de chiffrement primaires de leur système. Ce répertoire partagé était accessible depuis leurs environnements perso. Donc là, situation de télétravail, situation d'urgence, je suis à la maison, je dois faire, peut-être, en tant qu'administrateur, je dois faire une action. Et donc, un de ces 4 ingénieurs accède à ce répertoire depuis son poste perso, avec un poste perso vérolé, à cause d'un tout autre logiciel personnel qu'ils avaient installé, enfin, rien à voir avec son côté pro, mais du coup, ça donne un vecteur d'attaque qui permet de récupérer la clé de déchiffrement. Et la clé de déchiffrement, associée au premier hack qui avait récupéré les données, fait que les mots de passe se sont retrouvés dans la nature. Voilà, là, dans ce cas-là, si ce répertoire partagé avait été accédé depuis un environnement maîtrisé, potentiellement virtuel, mais maîtrisé, le risque aurait été bien moindre. Attention, c'est la slide technique, il y en a une, voilà. Mais on va parler des différents types de virtualisation. Dans tous les cas, la virtualisation, et je l'ai dit tout à l'heure, l'idée de base, c'est de dire que j'ai des ressources matérielles, du CPU, de la RAM, de la carte graphique, du disque, que je veux partager entre plusieurs environnements. On va commencer avec ce qu'on appelle l'hyperviseur de type 1. Donc, l'hyperviseur de type 1, c'est le premier logiciel qui va démarrer quand il pilote directement le lancement de chaque système d'exploitation qu'il porte. Alors là, dans mon exemple, j'ai un système Windows, par exemple, avec ses applications, et un deuxième système, Linux. Après, on peut imaginer tous les mélanges qu'on peut envisager, qui a ses propres applications. Le tout s'exécute en local, dans le poste du collaborateur. C'est ce qu'on voit souvent, c'est ce qu'on voit quasiment tout le temps sur la partie serveur. On le voit peu sur la partie post-collab. C'est VMware ESXi, c'est Microsoft Hyper-V, Citrix Xen et notre solution ISDesktop chez Keris. Deuxième approche, un tout petit peu différente. J'ai toujours mon matériel au sein de mon poste client et j'ai un premier système d'exploitation qui démarre. Dans mon exemple, c'est le Windows. J'ai mon premier système d'exploitation qui a ses applications, Outlook, Teams, mon traitement de texte, peu importe. Mais j'ai un programme en plus qui est un hyperviseur de type 2. Celui-ci me permet de lancer des machines virtuelles au sein de mon Windows. J'ai un deuxième système qui démarre au sein du premier. C'est le cas, donc c'est des choses qu'on voit, c'est Oracle VirtualBox, c'est VMware Workstation, c'est Microsoft Hyper-V qui est du coup dans les 2 catégories. Là encore, on est tout en local, mais le premier système porte le second. Attention, et là je me raccroche aux recommandations de l'ANSSI que j'évoquais précédemment, et un point peut-être contre-intuitif, quand on utilise ce genre de solution, c'est le système le plus sensible qui doit porter l'autre. C'est là que c'est contre-intuitif. On se dit que le système le plus sensible, potentiellement, n'a pas accès à la clé USB, va avoir des limitations réseau, donc autant que le PC, le poste le moins sensible, le porte et applique des réductions au niveau de l'hyperviseur de type 2, des réductions de droit. Sauf que, en général, le premier système d'exploitation le système d'exploitation le moins sensible est également le plus exposé. Parce que c'est lui qui va avoir accès à Internet, c'est lui où vous allez regarder vos mails et potentiellement cliquer sur un lien frauduleux. Donc, les recommandations de l'ANSSI disent que le système le plus sensible est celui qui démarre en premier,
qui porte l'hyperviseur de type 2 et qui ensuite permet d'exécuter le système le moins sensible. Ça fait quelques nœuds au cerveau en termes de gestion du réseau, en termes de gestion des périphériques, de comment on les passe. C'est quand même assez difficile à mettre en place. La différence aussi entre ces deux approches, c'est que l'hyperviseur de type 1 est en général plus performant. Il offre une meilleure isolation. Mais aujourd'hui, sur les postes utilisateurs, c'est pas très utilisable. En tout cas, pour des non-techniques. L'hyperviseur type 2, un tout petit peu plus, et c'est le cas nativement aussi au sein de Windows, qui permet de faire tourner des systèmes Linux grâce à WSL. C'est exactement ça qui se passe. Dernier cas très différent, c'est la partie virtualisation à distance. Qu'est-ce que c'est? En fait, on va avoir deux postes. Le premier, j'ai mon poste en tant que collaborateur, j'ai mon poste avec mon système d'exploitation, mes différents outils. Et dans une ferme de poste virtualisée, je vais avoir un autre système d'exploitation avec ses applications qui tournent et un autre matériel. Là, au sein de cette ferme de poste, on va avoir des techniques de virtualisation, l'hyperviseur de type 1 en général, et je vais faire tourner des machines virtuelles auxquelles je vais accéder depuis mon premier poste. Et c'est de l'accès à distance. Donc en fait, le premier poste n'a pas besoin d'être très performant, puisqu'en fait, il va servir uniquement à envoyer les touches sur lesquelles vous appuyez, les clics de souris et afficher une vidéo, un petit peu comme si on regardait Netflix. Ces solutions, elles offrent un environnement de travail qui est standardisé et notamment qui facilite beaucoup les mises à jour des machines virtuelles. On peut citer Citrix VDI. Dans le monde du gaming, ça existe également depuis longtemps. C'est Shadow, c'est Xbox Cloud Gaming. Et Microsoft a annoncé hier le lancement de Windows App qui permet d'utiliser des machines virtuelles Windows sur tous les équipements. Donc, ça soit même sur de l'iOS, de l'Android, et qui permet de reprendre une session sur n'importe quel device. Donc, on a vu, il y a la virtualisation locale et la virtualisation à distance. Petit focus sur les avantages et les limitations de chacune. Sur la virtualisation locale, donc tout est contrôlé localement et l'avantage quand même majeur, c'est la possibilité d'accéder aux différents environnements en hors ligne. On sépare les couches. Après, il y a la sécurité qui est apportée par par l'hyperviseur de type 1 ou 2, peu importe, mais on va séparer l'accès au matériel de l'exécution. Et on va réduire le matériel, puisque j'ai un seul PC avec plusieurs environnements de travail. Ce qui permet, avec le mode hors ligne, de basculer de l'un à l'autre de manière très facile. Ça demande des matériels qui sont un tout petit peu plus puissants, mais aujourd'hui, on a déjà beaucoup de RAM, on a des processeurs qui sont sous-utilisés, même sur des machines grand public. Donc, il y a largement de quoi faire tourner deux environnements, à minima, deux environnements ensemble. Moment pub. Il fallait. Hein. Chez Keris, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, nous, on est un hyperviseur de type 1 et axé sur la sécurité, donc l'isolation des différents environnements de travail les uns des autres et la performance avec l'accès au matériel de manière la plus directe possible, de façon à utiliser au mieux les puces, que ce soit le CPU, le GPU pour la partie graphique. On travaille également sur un focus sur l'utilisabilité, puisque l'objectif, c'est que ça soit utilisable par des gens qui soient non techniques. De plus en plus de gens ont plusieurs postes de travail et de plus en plus sont non techniques. D'ailleurs, l'utilisabilité, ça va être un des moyens de rendre ce genre de solution acceptable pour les personnes qui ont plusieurs postes, et ainsi, de manière directe, de réduire le nombre de postes et avec un objectif quand même de réduction de 40% de l'empreinte carbone pour l'infrastructure IT. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est aussi économique pour les DSI, puisque on va acheter moins de postes, on va devoir lui maintenir moins, je parle de maintenance hardware hein, ici, et donc là on passe sur de la licence.
Un petit point sur les performances et sur la sécurité que j'évoquais tout à l'heure. En termes de performance, sur un usage courant, donc ouverture de Excel, lecture des mails, écriture de documents, avec deux environnements Windows allumés sur un même poste, on va avoir une perte due à la virtualisation qui est de l'ordre de 10-15% sur le CPU et pareil sur la partie graphique. Donc la partie graphique, alors, tout le monde pense jeu 3D, mais elle est utilisée de plus en plus, que ce soit pour faire des Teams, que ce soit pour lire des vidéos. Donc les puces graphiques sont de plus en plus sollicitées, même dans un usage habituel, et ça rentre en ligne de compte dans l'utilisabilité d'une telle solution. En termes de sécurité, on va travailler sur l'isolation des données avec le confidential computing, donc c'est l'isolation très stricte des données, avec même des objectifs de preuve formelle sur certains composants. En interne, notre architecture des différents composants qui communiquent entre eux applique la même stratégie que le Zero Trust Network. Donc, Zero Trust Network, c'est au sein du réseau, chaque élément du réseau ne fait pas confiance à son voisin et donc se reconnaissent mutuellement. On va faire pareil en interne au sein des différents composants logiciels qui composent notre solution. Et enfin, le multilabel security qui, lui, sera plus utilisé dans la partie data center, qui permettra de faire suivre les politiques de sécurité, même quand on va changer de nœud physique. Voilà pour la page pub. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter après. On pourra en discuter plus avant. Mais revenons au sujet plus général. Les défis de la virtualisation pour la virtualisation distante. L'idée, la promesse est belle, c'est de dire que le poste local est peu puissant et c'est la ferme de poste qui, elle, va porter toute la puissance. On va mettre plus de cartes graphiques, on va les condenser, et puis potentiellement, tout le monde n'est pas connecté au même moment, donc on va faire des économies. La promesse est belle, mais elle cache un certain nombre de challenges qu'on a pu rencontrer. D'abord, l'expérience utilisateur, qui est très liée au réseau. L'expérience utilisateur, sur les outils disponibles actuellement, est quand même un peu compliquée, parce que dès qu'il y a une saute de réseau, ça freeze. Dès qu'il y a un délai réseau, les inputs sur les touches ou sur la souris prennent un petit délai, donc l'expérience utilisateur n'est pas optimale. Il y a un coût qui est élevé, même si on réduit le nombre de matériel, parce qu'on va centraliser dans un data center ou dans le cloud les matériels, il y a un coût réseau qui est non négligeable. Il y a de l'infrastructure, il faut que tout le monde puisse accéder aux machines virtuelles au même moment. Donc il y a un coût réseau, je parle même que côté data center, parce qu'à la maison aujourd'hui on a quand même des débits avec la fibre qui sont largement suffisants, mais pour pouvoir accepter toutes ces connexions en même temps. Et il faut de toute manière prévoir un petit peu plus de capacité hardware pour pouvoir gérer un pic de charge. Le réseau, encore une fois, il y a une forte dépendance au réseau. Vous n'avez plus le réseau, vous n'avez plus accès à vos machines virtuelles. Donc, fini la mobilité. Dans le train, ce n'est pas possible d'utiliser ce genre de solution. Donc, il y a vraiment un défi de ce côté-là. Et dernier point, si vous avez une diversité des besoins, si vous avez des gens qui font du calcul scientifique et des gens qui font de la compta, ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils n'ont pas les mêmes besoins de puissance. Ça, c'est plutôt fait pour des environnements qui sont très standardisés. C'est moins flexible que d'autres solutions pour avoir des postes de type A, B, C et les multiplier. Alors, on parlait des avantages de la virtualisation à titre individuel. Par contre, les entreprises, quand ils font face à la virtualisation, qu'est-ce qu'ils en retiennent? Bon, il y a les avantages que j'évoque depuis tout à l'heure. On va réduire les coûts parce qu'on va réduire drastiquement le nombre de matériel. On va réduire la consommation électrique associée. Alors, sur le poste utilisateur, la consommation électrique, c'est un petit peu moins vrai. C'est beaucoup plus vrai dans le data center. Ça a aussi une dimension Green IT.
c'est un indicateur dont on parle beaucoup, qui fait partie des nouvelles obligations des entreprises, de rapport des entreprises d'ici la fin de l'année. Donc ça a aussi un intérêt. Ça permet d'optimiser les ressources. Les dernières puces qu'on a sur nos postes peuvent faire tourner beaucoup plus de choses que ce qu'elles font à un instant T. Donc on peut densifier les usages, même des postes utilisateurs. Ça permet d'apporter de la flexibilité, parce qu'on peut envisager des postes avec des machines virtuelles pour plusieurs usages, que ça soit même du pro-perso, du pro, un environnement de R&D, de l'administration, de l'isolation de données, des environnements de R&D temporaires. Il y a des cas, on pourrait en citer de très très nombreux. Et la mobilité, surtout là c'est la virtualisation locale, mais permettre de travailler partout dans des bonnes conditions. Ça engendre quand même un certain nombre de défis et de risques, puisque le périmètre de sécurité change, surtout avec la mobilité. Potentiellement, des environnements de travail qui, jusqu'à présent, étaient cantonnés au bureau, se retrouvent dehors. Donc, comment appliquer des politiques de sécurité spécifiques à ces environnements de travail et spécifiques au contexte d'utilisation. Donc, il y a des nouveaux défis autour de ça. Il y a une certaine complexité, hein, il ne faut pas se mentir, il y a une nouvelle complexité qui est déjà due à ces usages. Hein. Je reprends l'exemple de l'ASPAS. Si ce fameux dossier partagé était accessible depuis un poste privé, c'est qu'il y avait un besoin, sans doute un besoin d'urgence pour répondre à un besoin d'urgence, mais on a vu où ça a amené. Et les RSSI et les DSI n'ont pas tous les mêmes attentes. Les DSI veulent optimiser leurs ressources, veulent améliorer l'expérience de leurs collaborateurs sur leur poste de travail. Les RSSI pensent à la sécurité, ce qui est normal. Je ne dis pas qu'il y a un contre l'autre, mais les attentes ne sont pas nécessairement les mêmes et il faut les faire converger. Donc, il faut améliorer la sécurité, notamment sur la partie virtualisation. Hein. Je ne pense pas que tout est beau et avec des arcs-en-ciel. Il y a des failles de sécurité sur le logiciel de virtualisation qui sortent à peu près toutes les semaines. Donc, il y a un vrai enjeu. Mais face à l'usage de PC perso pour accéder à du pro, il va falloir faire des choses. On va parler du ROI un petit peu plus en détail, puisqu'on en a parlé déjà de la réduction des coûts, hein, puisqu'on va limiter les dépenses d'infrastructure, d'énergie et de maintenance. Alors, je parle de maintenance hardware. Hein. La maintenance logicielle, elle est peu ou prou la même chose. On va améliorer la disponibilité, puisqu'on va pouvoir potentiellement réinstaller très rapidement des environnements virtuels, plus rapidement que de réinstaller une machine depuis zéro. Il y a une accélération du déploiement, parce qu'on va travailler sur les machines virtuelles en amont et on va les déployer, ça va être un copier-coller de manière très simple. Les processus IT vont être simplifiés, puisqu'on va avoir des postes sur lesquels on installe un hyperviseur et ensuite on déploie les machines virtuelles. L'intégration de la virtualisation, pour une entreprise qui voudrait faire de la virtualisation sur les postes de travail, va se faire en 3 étapes. La première va être la sélection du logiciel. Donc là, on revient aux 3 grandes familles de logiciels de virtualisation. Et il faut qu'une entreprise sélectionne son logiciel en fonction de ses besoins, de ses usages. Alors, l'hyperviseur type 2 s'installe très facilement sur des postes qui existent déjà, mais en termes de niveau de sécurité et en termes de recommandation de l'ordre des systèmes d'exploitation de façon à avoir le système le plus sensible qui porte l'hyperviseur, c'est un petit peu compliqué peut-être. L'hyperviseur de type 1, qui lui est la première brique qui s'installe et qui ensuite fait exécuter des environnements virtualisés qui n'ont même pas conscience d'être virtualisés, c'est peut-être un peu plus facile, surtout si on peut se permettre de démarrer de postes vierges. La virtualisation à distance, c'est un autre besoin. Je ne dis pas qu'il n'est jamais utilisable. Hein. C'est un autre besoin, potentiellement, quand vous avez un petit nombre d'utilisateurs qui ont besoin de faire du calcul scientifique et d'accéder à des grosses cartes graphiques. Ça, on ne les a pas dans les PC portables.
Et donc, on peut lancer le calcul sur cette ferme de données, sur cette ferme de postes qui est dans le data center. Et du coup, ça peut être un vrai cas d'usage. Ensuite, il va y avoir la gestion des environnements virtuels, définir des règles claires, définir les politiques de sécurité, les cas d'usage. J'évoquais tout à l'heure la possibilité d'utiliser des environnements sensibles en dehors du bureau. Comment je règle ces paramètres, comment je règle ces nouvelles problématiques. Et puis, potentiellement, une adaptation de l'infrastructure. Infrastructure au sens plutôt réseau. Je vais avoir un poste utilisateur qui va accéder à plusieurs environnements. Comment je fais pour avoir un réseau qui accède à ces différents environnements, qui les isole? Alors, mise en place de VPN, mise en place de ségrégation réseau. Il y a plein d'options. Comment je fais en télétravail? À quoi j'ai accès en situation de télétravail? Il y a une réflexion autour de l'infrastructure. Potentiellement, il n'y a aucun changement. Si vous avez des VPN qui sont disponibles pour vos deux ou N systèmes d'information en situation de télétravail, il y a zéro changement. C'est juste qu'au lieu d'avoir deux postes qui se connectent à deux VPN différents, vous avez un poste qui se connecte à deux VPN, un par environnement. Et là, il n'y a pas de changement. Sur la gestion des postes virtuels, il va y avoir la création, c'est-à-dire comment, c'est la phase de masterisation classique qui existe déjà hein, dans quasiment toutes les DSI, c'est comment je crée un modèle pour un déploiement rapide. Là, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir un modèle qui va s'installer via PXE, par exemple, l'idée, c'est de créer une machine virtuelle qui va être une image et au sein de mon hyperviseur, je copie cette image de base, qui ensuite peut avoir tout un tas de scripts d'initialisation en fonction du profil de l'utilisateur. Mais basiquement, je vais copier-coller un gros fichier pour le déployer. Ça permet une automatisation plus facile, en tout cas pour la partie machine virtuelle. On a une maintenance qui peut être plus centralisée, surtout pour les nouveaux postes, c'est-à-dire on met à jour la machine virtuelle, et en fait, quand on va lancer un nouveau poste, je récupère la copie de la nouvelle machine virtuelle. Ça facilite le déploiement. On peut également forcer les anciennes versions de machines virtuelles à distance à se mettre à jour. Là, c'est un peu un hard reset, hein. Mais ça permet, si on a une grosse problématique de sécurité sur des vieilles machines virtuelles qui traînent sur le parc, de forcer un clean. Et enfin, la partie sauvegarde. Les machines virtuelles étant des fichiers, et l'espace de stockage personnel étant également des fichiers, on peut faire des sauvegardes régulières des données et des applications en faisant des snapshots et ensuite en les restaurant. Là, on va utiliser les mécanismes de sauvegarde-restauration de fichiers plutôt que les mécanismes de sauvegarde-restauration au niveau de l'OS. Donc, c'est un autre usage, mais en général, c'est un petit peu plus facile. Le ROI économique, parce qu'il y a quand même un petit peu le nerf de la guerre, d'argent. Donc, les données que vous voyez sur la colonne du milieu sont des données issues d'une étude du Gartner qui évalue, alors ça reste une évaluation, mais qui évalue le coût de détention d'un poste physique sur 3 ans. Donc là, c'est des valeurs sur 3 ans. Donc, si j'ai 2 postes physiques, ce qui arrive, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'écosystème, si j'ai 2 postes physiques, on estime que entre le coût d'achat du matériel et des logiciels, ça coûte 2600. C'est 1300 par poste. L'administration du poste, c'est 800, donc 400 par poste. Les opérations au sens gestion des stocks, gestion du hardware, amener les postes, se faire livrer, si j'ai plusieurs sites, répartir mes postes, c'est 600 € par poste dans l'étude du Gartner. Tout ce qui va être manipulation utilisateur et perte de temps sur les manipulations utilisateurs et surtout sur le switch
d'un environnement à l'autre. Quand j'ai deux postes physiques, c'est évalué peu ou prou à un peu plus de 5 000 euros. Alors là, voilà, c'est une évaluation assez subjective dans l'étude, mais vaut ce qu'elle vaut. Et ensuite, en panne, c'est évalué à environ 300 euros d'immobilier, de récupérer un nouveau poste et de réinstaller. Si on utilise de la virtualisation locale, en matériel et logiciel, alors en termes de logiciel, on ne va pas vraiment faire d'économie, mais en termes de matériel, on va beaucoup économiser. On va acheter une machine potentiellement un peu plus puissante, donc on ne va pas diviser par deux, mais ça sera pas on ne va pas acheter une machine qui coûte 2 fois plus cher non plus. Donc là, on va gagner un certain nombre d'euros sur ce poste-là. En termes d'administration, comme on va rajouter une brique logicielle, l'aspect logiciel de virtualisation, ça coûte un tout petit peu plus cher. Par contre, en opération, parce qu'on va acheter moins de stock d'avance, on va avoir moins de stock à gérer, moins de postes à faire transiter. En termes de manipulation utilisateur, on va aussi gagner du temps, surtout sur la partie bascule. Alors pour des utilisateurs, s'il y en a autour de la caméra qui ont plusieurs postes sur leur bureau, ils voient de quoi je veux parler. Avoir plusieurs postes, savoir sur quel clavier écran c'est branché, ou alors voir changer le branchement pour avoir un poste de travail utilisable. Là, on va gagner beaucoup de temps. En panne, ça va rester à peu près la même chose. Donc, si on compare les deux, en dehors de coûts de licence de solutions de virtualisation, on a quand même un écart de plus de 2 000 euros sur 3 ans. Et si vous avez 3 postes, alors là, après, c'est exponentiel. Si on parle de la mutualisation de 3-4 postes, là, c'est vraiment exponentiel. Dans le cas d'infogérant ou d'administrateur de systèmes d'information avec plein de sous-SI à gérer. Également en qualité de vie. Je le disais juste à l'instant, sur le bureau, on ne peut pas avoir 2, 3, 4 postes, potentiellement avec des écrans, des claviers. Donc on va gagner de la place, on va gagner du poids quand on va rentrer à la maison pour faire du télétravail. Et potentiellement, certains collaborateurs vont avoir accès au télétravail. Aujourd'hui, certains administrateurs, certains infogérants doivent s'organiser pour qu'il y ait toujours du monde au bureau parce que tout le monde n'a pas le N poste pour accéder à tous ces systèmes. Là, on permet à ces collaborateurs d'avoir accès au télétravail. De plus, quand on a un seul poste, enfin, même si on est multitâche, on est quand même mono-environnement. Quand je travaille sur un environnement, je ne travaille pas sur le second. Donc, ça va fluidifier le switch, la transition d'un environnement à un autre, et ça va être plus naturel. De la même manière qu'aujourd'hui, avec un Alt-Tab, je bascule de mes mails à la rédaction d'un document, avec une combinaison de touches, avec un geste de doigt, je vais pouvoir passer de mon environnement 1 à mon environnement 2. Et là, même conceptuellement, on se rapproche de choses que les gens font déjà, puisque quand j'écris un document, je ne réponds pas à mes mails. On va parler cas pratique. Bon, j'ai parlé un peu de la théorie, bien entendu nourrie par l'expérience, mais parlons de cas pratiques et de témoignages qui existent dans la littérature. On va commencer par PSA, alors Stellantis, très grand constructeur automobile français. Il y a une dizaine d'années, il lance un projet de virtualisation des postes de travail pour leurs 75 000 employés. Là, on est quand même sur un déploiement énorme. Ils utilisent la solution Citrix Xen Client, qui est de la virtualisation locale. Donc, bon, bien entendu, il y a le coût de mise en place du projet. Par contre, dès que le projet est en rythme de croisière, il réalise une économie de 200 euros par an par poste, soit 15 millions d'économies sur 3 ans pour l'ensemble de leurs postes. C'est colossal. Ça, c'est de l'amélioration économique directe, facilement mesurable. Ce qu'ils ont mesuré également, c'est l'amélioration de la productivité des collaborateurs, qui peuvent accéder à leurs applications et à leurs données depuis n'importe quel poste.
Le temps de démarrage des machines a été divisé par 2 et le nombre d'incidents techniques a été réduit de 30% sur la partie post-utilisateur. Là, le gain, il est direct. Bon, pas de bol pour PSA, Citrix a arrêté cette solution de virtualisation locale et mise tout sur la virtualisation à distance. Donc là, par contre, j'ai pas de données sur ce sur quoi ils sont passés, mais en tout cas, Xen Client n'existe plus. Autre domaine, mais toujours dans l'industrie, Airbus Defence and Space, leader européen du secteur spatial. Eux, c'est de la virtualisation du poste de travail avec la solution de VMware View, donc c'est du poste à distance. Eux, ils ont gagné en agilité et en réactivité en étant capables de déployer un nouveau type de poste virtuel en moins de 15 minutes. Donc là, dans leur ferme, ils déployaient un nouveau poste virtuel, mis à jour avec soit des applications, soit des patchs. 15 minutes après, il était disponible pour les collaborateurs à l'usage. Avant, sans utiliser cette solution, avant, ils avaient besoin de plusieurs jours pour déployer. Quand on parle d'un patch de sécurité, c'est critique, le temps. Un autre exemple, AXA. Donc AXA France, assureur, très grand assureur, leader. Eux, virtualisation du poste de travail pour 11 000 collaborateurs, plutôt commerciaux. Et ils utilisent la solution Mocafy, qui est elle aussi du stream. Ils notent une amélioration de la satisfaction de leurs collaborateurs parce qu'ils ont un accès rapide, facile à leurs données. Ça augmente aussi la sécurité. Les données ne sont plus dans la nature, en tout cas sur des postes qui peuvent être perdus. Les postes sont perdables, ils ne contiennent pas de données, tout est centralisé. Là, ils font le choix de la virtualisation à distance pour centraliser leurs données et pouvoir perdre des postes. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une solution qui convient à tout le monde, mais en fonction des cas d'usage. Mais ce n'est pas tout. Il y en a plusieurs. Je vais juste en citer 2. Il y a un groupe industriel chimique qui a, grâce à la virtualisation des postes, a permis de réduire ses coûts, ça c'est comme tous, hein, et a aussi réduit les incidents de sécurité grâce à la mise à jour facilitée d'un parc virtuel. L'université américaine de George Washington avait virtualisé les postes pour ses étudiants, les environnements de travail pour ses étudiants. Ils ont gagné en flexibilité parce qu'ils pouvaient déployer des outils plus facilement, parce que c'est eux qui contrôlaient les environnements virtuels. Pareil pour les enseignants, donc c'est flexibilité accrue, et là c'est vraiment la mise à disposition de nouvelles solutions qui a été un facteur de succès. De manière globale, hein, les économies sont substantielles, sont très satisfaisantes, et la satisfaction utilisateur est en hausse, même si on parle de manipuler plusieurs environnements. Les collaborateurs, alors je ne parle pas du perso, mais les collaborateurs ont conscience qu'on ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas mélanger les données pro, les données perso, on ne peut pas tout mélanger. Donc, plutôt que d'utiliser des conteneurs chiffrés en local qui vont plus ou moins mélanger, avoir des environnements disjoints avec des outils disjoints, des sécurités disjointes, ils le comprennent. En tout cas, ils peuvent le comprendre. Par contre, ce qu'ils basculer de l'un à l'autre de manière facile. Un petit bilan. Bon, la réduction des coûts, je pense que c'est acquis. J'ai un peu insisté, mais je pense que c'est acquis. Il y a quand même une sécurité qui est renforcée parce qu'on va isoler les données là, au niveau même du système d'exploitation. On a plusieurs systèmes d'exploitation qui tournent. On peut avoir plusieurs politiques de sécurité. Donc, on va renforcer la sécurité. Et on va gagner en productivité si la virtualisation et si l'utilisabilité est au rendez-vous. Et, bien entendu, il n'y a pas une solution qui va à tout le monde. Les perspectives, hein, c'est une solution qui a l'adoption croissante. Hein, enfin, on en parle de plus en plus. Le data center, c'est encore une autre histoire, c'est déjà le cas, hein, mais les postes utilisateurs, c'est vraiment une réflexion qui va aller en progressant, et notamment avec l'adoption de la NIS 2, qui donc,
qui va couvrir une douzaine de secteurs d'activité qui aujourd'hui ne sont pas vraiment forcés réglementairement parlant de séparer leurs usages, mais qui vont le devenir demain, et vraiment demain. Et donc, les solutions de virtualisation vont être de plus en plus scrutées par de plus en plus d'acteurs, grands ou petits, mais on va avoir des évolutions futures. Aujourd'hui, la virtualisation, et là, je vais un tout petit peu parler du data center. Dans le data center, il y a énormément de cas d'usage qui ne sont pas virtualisés. L'entraînement de l'IA, on en parle tous les jours. La partie puce pour l'entraînement d'IA, c'est quelque chose qui est très peu virtualisé ou très mal virtualisé. Donc là, il y a énormément de choses à faire. Microsoft a annoncé hier ou avant-hier avoir acheté une centrale nucléaire pour entraîner ses modèles d'IA. Ça sonnait comme une blague il y a quelques mois, et aujourd'hui c'est le cas. Donc, densifier les usages informatiques, améliorer le nombre de postes, le nombre de matériel dont on a besoin pour réaliser les mêmes opérations, ça va être une question critique. Merci de votre attention.